Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue pour ce webinaire sur le PCS. Alors, le PCS, c'est le plan communal de sauvegarde. C'est un dossier sur lequel nous avons travaillé depuis un certain nombre de mois maintenant, qui est une obligation pour les communes, qui intéresse les citoyens au premier chef. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans la mesure où nous avons finalisé ce plan communal de sauvegarde récemment, nous avons souhaité faire cette réunion de présentation et d'information. Je vais céder la parole à Jean-Christophe Hilaire, qui, pour les élus, a piloté pardon, le projet pour la commune. Pour, Jean-Christophe, que tu puisses nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est qu'un PCS. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous faire une petite présentation qui est sur une dizaine de slides et vous donnera une idée plus précise de ce dont il s'agit. Alors, si vous voulez bien passer la première slide. Alors, le PCS, donc pour plan communal de sauvegarde, en fait, c'est un document officiel que la commune, comme la plupart des communes en France, doit mettre en place. On doit disposer d'un outil opérationnel qui permet de pouvoir anticiper et gérer des situations de crise. Alors, ça revêt, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, un caractère obligatoire dans certaines communes. Je vais vous expliquer pourquoi la commune de Buc est impliquée notamment. Ça définit une cellule de crise opérationnelle qui va travailler en même temps que les secours dans notre rôle propre, hein. Je vous expliquerai aussi tout à l'heure pourquoi nous avons notre propre rôle qui n'est pas le même que celui des secours, évidemment. Et ça va regrouper dans ce document tous les moyens humains et matériels que la commune a anticipé de mettre à disposition de cette cellule de crise. Alors, nous devons mettre en place un plan communal de sauvegarde à Buc parce que, comme partout, on remarque une augmentation d'événements majeurs naturels qui exposent les populations. Hein, on a plein d'exemples, encore tout récemment, des problèmes notamment d'inondation. Avec le changement climatique, nous remarquons des phénomènes météo excessifs et brutaux qui perturbent le territoire au niveau national. Donc, Buc n'est pas exempt de ces catastrophes potentielles. Tempêtes, donc accidents, mais aussi des événements éventuellement qui ne soient pas naturels, comme des accidents industriels ou pourquoi pas des, un avion qui tomberait sur la commune, des choses comme ça. Nous devons aussi réaliser notre PCS plus particulièrement que nous avons au moins un risque naturel qui a été identifié par la préfecture des Yvelines. Et pour nous, ce risque naturel, c'est le risque d'inondation. La commune a un plan de prévention des risques d'inondation. Et rien que pour ça, nous devons faire un PCS. Alors, il y a des communes qui n'ont pas de plan de prévention de risque à mettre en place et elles ne sont pas obligées d'avoir un PCS. Nous, en tout cas, pour inondation, c'était indéniable, on devait le faire. Alors, je vais vous laisser passer à la diapo suivante. Alors, en quoi consiste ce document PCS? Eh ben, c'est un document sur lequel est indiqué toutes les actions qui doivent être mises en place situation par situation, qui doit indiquer qui fait quoi au niveau de la cellule opérationnelle, qui doit identifier pour anticiper quelles sont nos vulnérabilités et les enjeux territoriaux plus particulièrement spécifiques à la commune. Et puis, ça doit recenser tous les moyens d'alerter la population pour qu'elle-même prenne les bonnes décisions pour éviter de s'exposer aux dangers.
Alors, en ce qui nous concerne, nous, on doit faire en sorte de mettre en sécurité les gens et les biens dans la mesure du possible et d'organiser donc leur sauvegarde. On se doit aussi d'informer préalablement, c'est-à-dire d'alerter en cas de risque et d'alerter en cas de problème avéré. Et on se doit aussi d'accueillir les populations qui sont naufragées ou qui ont été victimes du problème. Ce rôle, il est forcément tout à fait différent, mais complémentaire de celui des forces de secours. Les forces de secours, ce sont essentiellement les pompiers, ce sont tout ce qui concerne la police et la sécurité, les gendarmes. Eux, leur rôle, c'est de protéger, de soigner, de médicaliser, d'évacuer. Alors bon, je n'ai pas cité aussi le SAMU. Voilà, on est chacun dans notre rôle. C'est pas à la commune de mettre en place un poste de secours. La commune, elle va mettre un poste d'accueil. Elle va mettre en route tout un système pour prévenir les populations et les soutenir moralement ou physiquement en leur apportant de quoi s'alimenter, de quoi subvenir à leurs besoins essentiels pendant et après le problème qui s'est déroulé sur la commune. Alors, donc, comme vous voyez à droite, on va avoir un document opérationnel. Nous avons déjà mis en place un document opérationnel pour faire vivre ce plan communal de sauvegarde. Ce document, il est visible en mairie. Alors, il est très complet. Je vais le détailler après. Parallèlement, le public, c'est-à-dire vous, vous pouvez disposer, en vous rendant sur le site internet de la commune, de deux documents d'information. L'un qui s'appelle le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, et un qui est plus succinct, qui s'appelle le PIMS, le plan individuel de mise en sûreté. Alors, si vous faites des recherches à propos du ce PIMS, vous trouverez peut-être encore des documents qui s'appellent le PFMS, c'est-à-dire le plan familial de mise en sûreté. Mais bon, l'État a remarqué que tout le monde n'était pas en famille, donc c'est un plan individuel. Ces documents, donc, ils sont en ligne dès à présent sur le site de la commune. Alors, si l'on regarde tous les risques qui ont été identifiés pour Buc, donc je vous disais tout à l'heure les inondations. Alors, vous savez que vous avez inondation par submersion, c'est-à-dire là, nous, on a une seule rivière, un seul cours d'eau, c'est la Bièvre. Donc, la Bièvre peut monter en crue, mais il y a aussi des problèmes éventuellement d'inondation par ruissellement. On a remarqué ça notamment au mois d'octobre lors de la dépression Kirk. Nous avons eu une rue, la rue Quatre-Mars, qui a subi des inondations par ruissellement d'origine agricole. Donc ça, c'est une problématique qui est prise en compte maintenant depuis notamment tout ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, des régions qui ont été victimes par ce type d'inondation. À Buc, nous sommes entourés de forêts, en tout cas les Bucois qui habitent dans le bas Buc, s'ils font un tour d'horizon, ils ont la forêt tout autour d'eux. Les problèmes de feux de forêt sont désormais à prendre en compte, même dans le nord de la France, en période de sécheresse. Bon, avec le changement climatique, on remarque des grandes périodes sans qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe, et puis après, tout d'un coup, c'est le ciel entier qui nous tombe sur la tête. Voilà. Donc les problèmes météo autres que ceux qui provoquent les inondations et les feux de forêt, on peut avoir des problèmes de tornades, hein, vent violent, tempête. Ça, on en voit un peu partout en France de manière inattendue. Des orages, comme il y en a eu, je crois que c'était le Var cette semaine. On peut avoir, pareil, on a
des hivers qui seront de moins en moins rudes, mais on peut avoir tout d'un coup une tempête de neige, des problèmes de verglas qui empêchent de bouger, de canicule, on en a parlé, et de grand froid. Bon, ça, c'est un peu moins fréquent, mais bon, pourquoi pas. Euh, Nous avons un plan d'eau, l'étang de la Jeunesse, et dès lors, on doit prendre en compte le risque de rupture de barrage, même si, bon, étant donné le type de barrage que nous avons pour ce plan d'eau, le risque est quand même relativement faible, mais on doit en tenir compte. La préfecture nous avait alerté aussi sur le fait que nous avons une route à grande circulation, la RD 938, sur laquelle peuvent circuler des poids lourds qui transportent des matières dangereuses. Nous avons aussi des grosses canalisations de gaz qui traversent la commune, donc c'est des transports de matières dangereuses, pas route, pas forcément sur route, mais sur canalisation. Nous avons dans la zone d'activité un certain nombre d'établissements qui sont classés ECPE, donc qui peuvent éventuellement avoir des risques s'ils avaient un incendie ou des choses comme ça. Et nous avons aussi tenu à identifier et à analyser des possibilités de risques particuliers. Pareil, ils ne sont pas spécifiques à Buc, mais ils peuvent arriver n'importe où. C'est des risques de terrorisme, ainsi que des risques de coupure généralisée et prolongée de l'électricité qui provoquerait un blackout électrique. Des villes importantes. On se rappelle tous de New York pendant 3 jours, il y a quelques temps de ça. Mais en France, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas ce risque-là. Donc, il faut aussi qu'on l'anticipe. Alors, pour chacun des risques que j'ai listés, il y a des réflexes que tout le monde doit avoir en tête, euh, avec éventuellement des anticipations à mettre en place pour que le moment arrivant, on ne soit pas dépourvu. Tout ça, vous voyez, il y a des pictogrammes pour chacun de ces risques. Vous retrouverez ça dans le fameux PIMS ou le DICRIM. Là, c'est un extrait de ces documents qu'on vous a mis ici. Alors, pour l'inondation, évidemment, empêcher les entrées d'eau. Alors, sur le PIMS et sur le DICRIM, vous verrez aussi quelles sont les zones de buc sur un plan qui sont plus particulièrement euh, potentiellement victimes d'inondations par débordement de la rivière. Dans ces zones-là, c'est sûr que si vous habitez au rez-de-chaussée, euh, il vaut mieux anticiper la possibilité de monter les meubles ou de mettre des bâtards d'eau pour que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de la maison par les portes et par toutes les huisseries. Donc, vous voyez, il est marqué gagner les hauteurs. Si vous êtes dans une maison de plein pied, c'est pas évident. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est éviter de fermer, par exemple, les volets électriques jusqu'en bas. Rappelez-vous le problème qu'avaient eu les habitants de la Fosse-sur-Mer, ceux qui ont été victimes, qui en sont décédés, c'était ceux qui avaient des maisons de plein pied, ceux qui avaient des maisons de plein pied et qui avaient tout fermé leur volet électrique et il n'y avait plus d'électricité, ils étaient bloqués chez eux. Voilà. Voilà. Couper le gaz et l'électricité, oui, éventuellement, si l'eau commence à monter sérieusement, vaut mieux mettre en sécurité ces sources d'énergie. Feu de forêt, alors actuellement à Buc, on n'est pas encore dans des périmètres où il y a des obligations de débroussailler préventivement, mais autant que les riverains de la forêt pensent déjà à faire ça, s'éloigner d'eau au vent. Le feu progresse au vent, c'est connu. Donc voilà, si on doit se sauver, on sait dans quel sens il faut aller en fonction du vent. Dégager les accès. Alors ça, c'est d'une manière générale, les secours
vont venir si les barrières d'entrée de forêt, par exemple, ne sont pas bloquées par des véhicules. Ne pas faire de feu ou de barbecue en dehors des forêts. Nous avons depuis quelques années un arrêté interpréfectoral qui contraignent la plupart des habitants de Buc à ne pas faire de barbecue à moins de 200 mètres de la forêt. Quasiment tout le monde est à moins de 200 mètres de la forêt à Buc. Donc, lorsque cet arrêté, qui n'est pas encore sorti cette année, sortira, nous le communiquerons. Et voilà, à chacun de prendre ses responsabilités. Couper le gaz, l'électricité, ça va de soi, ça on le retrouve partout. Tempête, vent violent, orage, se mettre à l'abri. Évidemment, quand il y a des coups de vent extrêmement violents, tout vole. Et c'est souvent comme ça que les gens sont victimes. Ils reçoivent des objets volants non identifiés dans la figure. Rentrer les objets pouvant s'envoler, ça c'est pareil. Vous avez un beau jardin et vous y avez mis un parasol ouvert. C'est sûr que le parasol va se transformer en parachute. Gagner les hauteurs en cas de ruissellement, oui, parce que souvent, tempête, vent violent et il va de pair avec ruissellement. Bon, et les ruissellements, on n'est pas trop victime de ça. Je vous disais tout à l'heure, ruissellement agricole sur le plateau. On est en train de travailler le sujet avec les agriculteurs pour remettre des haies, par exemple, et avec l'association Terracité. On peut avoir aussi des ruissellements forestiers. Les habitants de Buc qui sont proches de chemins forestiers euh, en pente connaissent peut-être ces problèmes de sédiments qui descendent. S'éloigner des lignes électriques et des arbres à terre, évidemment. Si des lignes électriques, bon, on n'a quasiment que du réseau enterré à Buc. Donc, ça, voilà. Mais des arbres à terre, effectivement, vaut mieux pas se balader dehors quand il y a beaucoup de tempêtes. Canicule, alors ça, c'est un risque qui a été analysé depuis longtemps, depuis les canicules de l'été 2003. Donc, on a des prescriptions au niveau national depuis ce temps-là. Vous savez, on a dressé une liste de personnes vulnérables dont il faut prendre des nouvelles en cas de canicule. Maintenir son logement frais. Voilà, les gens du sud le savent peut-être plus que ceux du nord. Quand il fait très chaud, il vaut mieux fermer ses volets que de tout ouvrir. Il faut se rafraîchir la nuque. Les personnes âgées perdent le réflexe de s'hydrater, donc il faut leur rappeler, même quand on n'a pas soif, de boire quand il fait très chaud. Prendre des nouvelles des personnes vulnérables, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des voisins, vous avez de la famille qui fait très chaud, ben, prenez leurs nouvelles pour savoir si tout va bien pour eux. Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, ne pas aller faire son footing à 14 heures le dimanche quand il fait 40 degrés dehors, surtout si on est cardiaque. Limiter ses efforts physiques, voilà. Aller sur le Work Street Out du parc du Château le soir ou tôt le matin. Alors, ensuite, vous avez neige, grand. Alors, effectivement, là, on est loin de la période, mais il faut toujours anticiper les choses. Si on a des problèmes de neige, s'éloigner des lignes électriques, pylônes, on est toujours dans la même configuration que pour les tempêtes. Si vous avez des pluies verglaçantes, tout a du poids et tout d'un coup les arbres et les lignes électriques tombent avec le poids. Prendre des nouvelles des personnes vulnérables, c'est toujours la même chose. Alors, ce qui n'est pas indiqué là-dessus, c'est que, évidemment, s'il neige, nous avons un plan de déneigement au niveau de la commune qui privilégie les axes principaux. On a un contrat avec un prestataire là-dessus. Alors, pour la route départementale, c'est le département qui déneige. Et puis, on a même des contrats avec certaines copropriétés, monsieur le maire, je crois que c'est ça. Absolument. Voilà. Après, à chacun de déneiger devant sa porte sur l'espace public. Alors, transport de matières dangereuses et industrielles, rentrer dans un bâtiment, ce n'est pas forcément un réflexe. Si vous avez un camion citerne avec des matières douteuses qui se couchent sur la route, vaut mieux rester cloîtré chez soi plutôt que s'exposer à inhaler des gaz toxiques. Donc ça, c'est souvent un réflexe quand vous entendez l'alarme, vous entendez la sirène notamment, on va en parler après. Le réflexe le meilleur, c'est quand même de se confiner plutôt que de sortir. Calfeutrer les aérations,
donc il faut vous prévoyez du gros scotch. Arrêter la climatisation et les ventilations, évidemment, s'il y a des gaz suspects dans la rue, vaut mieux qu'ils ne rentrent pas dans la maison. Couper le gaz et l'électricité, voilà. Rupture de barrage, gagner les hauteurs. Alors ça, c'est pareil, c'est dans la zone en fait du cours d'eau, hein. Forcément, la lame d'eau prendrait le parcours de la Bièvre, certainement. Donc ça concerne que ces personnes-là. Ne pas ouvrir, ne pas revenir sur ses pas, oui, et couper le gaz et l'électricité. D'une manière générale, pour les inondations, rappelez-vous ce qui s'est passé en Espagne. La plupart des gens qui étaient victimes, c'est ils ont voulu aller sauver leur voiture. Ils sont rentrés dans leur garage. L'eau était à 10 centimètres. Le temps qu'ils démarrent de la voiture, l'eau était à 40 centimètres. Et puis, ils n'ont jamais pu sortir et ils sont morts noyés dans leur voiture. Donc, vaut mieux se sauver soi, aller en hauteur, que d'essayer d'aller sauver sa voiture et de risquer. Voilà. Et puis, alors oui, je n'ai pas parlé des réflexes qui sont sur le côté, limiter les déplacements. Effectivement, si vous entendez, si on vous dit il y a un risque majeur, évitez les déplacements. Laissez les enfants à l'école. Alors ça, tous les établissements scolaires ont leur propre plan de sauvegarde des populations dont ils sont responsables, c'est-à-dire les enfants, euh, les secours et les enseignants s'occuperont de vos enfants. Occupez-vous de vous, ne vous exposez pas en allant dans la rue s'il y a un grand danger. Et puis, s'informer, ça on va en parler plus loin, je ne sais pas, on verra s'il y a une diapo là-dessus, mais sur le DICRIM et le PIMS, on en reparle. Les moyens d'être informé, c'est effectivement le site internet de la commune, mais c'est au niveau national parce que tous ces risques, ils peuvent être limités à notre commune, comme ils peuvent être régionaux, voire nationaux. Donc, il y a les médias nationaux, c'est-à-dire la radio, c'est tout le système de Radio France, c'est tout le réseau ici qui s'appelait avant France Bleu, euh, et c'est France Info qu'il faut écouter. Si par exemple vous avez un blackout électrique et vous voulez être informé, eh bien vaut mieux avoir une radio qui marche avec des piles. Donc faut dans le kit de survie un petit peu, il est intéressant d'avoir une radio avec des piles parce que si vous n'avez plus d'électricité, forcément la radio vous l'entendrez pas et le réseau téléphonique sera saturé. Alors, les derniers grands risques, donc on avait dit particuliers, c'est le blackout électrique, ça je viens de vous le dire, vous trouvez euh, les mêmes réflexes à avoir. Et puis le terrorisme, là on a repris une infographie qui était celle proposée par le ministère de l'Intérieur. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Elle est dans le DICRIM et dans le PIMS. C'est les bons réflexes, hein. Forcément, il faut se barricader. Il vaut mieux rester couché et en sécurité et attendre des secours plutôt que de jouer au héros en s'exposant devant des gens dangereux. Se cacher, évacuer ou évacuer, et si c'est impossible, vous voyez, il y a marqué tenez, tentez de neutraliser. Oui, alors ça, c'est vraiment dans le cas limite, hein. Je, je vous laisse en prendre connaissance. Alors, le DICRIM au niveau communal, qu'est-ce que fait la commune? La commune, elle désigne donc un directeur des opérations de secours. Euh, c'est normalement le maire qui a un pouvoir de police, qui prend les décisions stratégiques en matière d'intervention. Alors, les interventions pour la commune, c'est essentiellement de baliser le terrain sur lequel se trouve le risque, le danger, de définir le périmètre et de fermer les routes. Voilà, donc le directeur des opérations s'inquiète de savoir si les agents municipaux ont bien fermé le périmètre où se trouve où on peut avoir un risque parce qu'il existe un danger parmi ceux que j'ai exposés avant. Il est en contact avec les forces de secours et de police et évidemment, on organise l'accueil d'éventuels sinistrés, de personnes qui ont perdu
l'usage de leur résidence parce qu'elle est inondée, parce qu'elle a été détruite par le feu, parce que ceci, cela. Donc, on leur porte assistance dans un centre d'accueil et de regroupement. On va en parler ah ben, c'est indiqué en dessous, je ne l'ai pas vu. Donc, nous avons déterminé un certain nombre de locaux appartenant à la commune qui peuvent servir de centre d'accueil et de regroupement. C'est bien entendu les gymnases. Alors, si le péril se trouve en bas, c'est pas le gymnase du Pré Saint-Jean qui va être pris, mais celui de Simone Veil, et inversement, vous voyez. Donc, on a un certain nombre de locaux qui peuvent servir à héberger un jour, 2 jours, 3 jours, un certain nombre de victimes de ces problèmes. Alors, vous voyez, sur cet organigramme, on indique que donc le, le, le PC, la cellule de crise, a comme rôle aussi de vérifier la bonne communication, d'envoyer les messages d'alerte, de diffuser les informations à la population. On y consigne aussi toutes les actions qui sont faites pour avoir de la traçabilité, éventuellement pour débriefer ensuite s'il y a besoin pour vérifier qu'on a, on a œuvré comme il le fallait. On organise tout ce qui est logistique. Je vous ai parlé tout à l'heure de la prise en charge des moyens humains, des personnes victimes, mais on vérifie aussi ce dont on dispose pour, par exemple, déblayer des lieux de circulation. On, on avertit éventuellement des entreprises qui pourraient nous porter secours parce qu'elles disposent de matériel que n'a pas la commune. Et puis au niveau intervention, donc, je vous parlais tout à l'heure du barriérage. On met en place aussi des déviations, éventuellement des patrouilles. Et voilà, on participe aux évacuations, même préventives, pas que des sinistrés, mais préventivement aussi. Alors, s'il y a un problème parmi ceux que l'on a désignés tout à l'heure, il y a 2 choses à faire de notre part. C'est vous alerter sur la probabilité qu'un événement se passe. C'est ce qu'on appelle la vigilance. Donc, c'est en établissant une veille pour prévenir, on peut vous envoyer une information pour vous dire attention, il y a un danger potentiel, un phénomène potentiellement dangereux qui risque d'arriver. Alors c'est typiquement, par exemple, nous recevons de la préfecture une alerte météo qui nous dit attention, dans les 12 heures qui viennent, un orage important devrait se situer sur Buc. Voilà, nous, on vous transmet ensuite cette information sur le site d'Internet, sur les réseaux sociaux de la ville et sur les panneaux lumineux dans la commune. Ça, c'est ce qu'on appelle la vigilance. C'est en prévision d'un événement potentiellement dangereux. Ensuite, si ce danger est réel et imminent ou en train de se produire, alors là, on fait ce qu'on appelle de l'alerte. Donc, on alerte la population pour lui dire prenez les bons réflexes que j'ai cités tout à l'heure. Comment le fait-on? On le fait par un système national qui s'appelle FR Alarme, Alerte, pardon, FR Alerte, qui envoie une information sur les smartphones, sur les téléphones portables de tout le monde, même si vous n'avez pas d'application particulière. Si vous êtes dans la zone qui est concernée par le danger, systématiquement, vous recevrez ce message d'alerte sans que vous l'ayez demandé. Ensuite, nous avons la possibilité de passer dans la rue avec un porte-voix. Alors ça, c'est généralement la police municipale qui a ce rôle, avec un porte-voix ou un mégaphone pour avertir les gens qui n'entendraient pas, qui n'auraient pas de moyen d'entendre la sirène ou qui n'auraient pas un smartphone pour qu'ils sachent
de manière sonore qu'il y a un danger, qu'il faut se mettre à l'abri. Donc la sirène, vous savez, on l'a vérifié, on a officiellement une sirène qui se trouve dans le clocher en bas à Buc et qui est contrôlée tous les premiers mercredis du mois à 11h45. Bah, si vous l'entendez à un autre moment qu'à 11h45 le premier mercredi du mois, c'est qu'il y a un problème. Renseignez-vous sur le site internet en écoutant les informations, en écoutant éventuellement le mégaphone qui passe devant chez vous. Et alors, voilà, il existe toujours aussi le tocsin de l'église. Bon, alors ça, c'est vraiment si tout le reste ne marche pas. Mais bon, si vous entendez les cloches de l'église sonner en dehors du jour de Pâques, de la messe et des heures pleines entre 7h le matin et 21h, c'est qu'il y a aussi éventuellement un problème. Mais bon, ça, c'est vraiment un moyen d'alerte assez peu usuel. Voilà. Et puis, alors, la dernière diapo, c'est pour vous dire que, alors déjà, je vais dire quelque chose qui n'est pas indiqué là-dessus, c'est que la commune a déjà fait un exercice, s'est mis en situation de crise de manière, exercice, quoi, pas réel, pour tester ses performances. On l'a fait avec l'agence, le cabinet qui nous accompagne, qui nous a accompagnés pour réaliser notre plan communal de sauvegarde, qui s'appelle le cabinet Riscrise. Je vois que M. Weiss est à nos côtés pour pouvoir éventuellement répondre à certaines questions techniques tout à l'heure. Donc, on a fait un exercice de crise avec Riscrise au mois de mars. Le thème, c'était inondation par débordement de la Bièvre. Et on a vraiment testé nos capacités à faire vivre correctement la cellule de crise. On a dépêché du personnel sur le terrain pour voir si on était capable de pouvoir fermer des routes. On a testé toutes nos performances à ce niveau-là, sauf l'alerte de la population. C'est un point qu'on n'a pas vu. On refera chaque année ce genre d'exercice, éventuellement même avec les pompiers. Je les ai vus il n'y a pas longtemps à la préfecture. Ils sont tout à fait partants pour coordonner des exercices au niveau communal et au niveau secours. On pourra avoir d'autres thèmes, hein, feux de forêt, enfin d'autres probabilités de risques qu'on peut avoir. Euh, nous, euh, nous avons aussi du matériel, des kits qui ont été mis en place et la ville va se doter de matériel dont nous ne disposons pas encore. On l'a listé, on a vu ce qui nous manquait. Et ce que nous n'avons pas encore, c'est une réserve communale de sécurité civile, c'est-à-dire que nous avons l'intention pour l'année prochaine de proposer aux citoyens bénévoles de se former et d'être à disposition au cas où il y aurait une crise importante sur la commune pour prêter main forte euh, aux, euh, aux agents, à la municipalité, notamment par exemple pour accueillir des sinistrés, pour les prendre en charge, pour ensuite, après crise, aider au déblaiement. Alors je pense à l'exemple de nos amis espagnols à Valence. Rappelez-vous, il y avait plein de bénévoles avec des balais qui venaient pour aider les gens à déblayer leurs caves, à nettoyer les rues, etc. C'était pas coordonné, vous voyez. Eh bien, en France, le ministère de l'Intérieur propose que chaque ville ait une réserve communale de sécurité civile. Alors, on ne se substitue pas à la Croix-Rouge ou à la protection civile, c'est plutôt pour des rôles secondaires, mais pas de secouristes, vous voyez, dans ce qui relève plutôt de nos compétences dans le cadre du plan communal de sauvegarde. Voilà, ça, ce sera en place à partir de 2026 et on vous en reparlera, bien sûr. Je crois que j'ai tout dit ce que j'avais, moi, à dire. Merci pour votre attention, monsieur le maire.
Merci Jean-Christophe. Effectivement, donc c'est le cabinet RISC qui nous a accompagnés. C'était important d'être accompagné sur un sujet comme celui-là parce que la qualité de, euh, de la réaction qu'on peut avoir en cas de crise est éminemment liée à la qualité des documents, des supports qui ont été réalisés. Et l'exercice que nous avons fait, et nous allons les reproduire, nous permettent de nous les approprier, parce qu'il faut que ce soit relativement automatique pour que si un jour, effectivement, nous sommes face à une situation de crise, que l'on soit en mesure de manière naturelle de dérouler en fait un certain nombre, il y a des checklists, etc., il y a un certain nombre d'actions à mener. Et il faut que ce soit relativement automatique et ne pas découvrir ça. Donc déjà, comme l'a dit Jean-Christophe, il y a deux documents qui ont été produits et qui vont être disponibles pour l'ensemble des Bucquois, qui sont le DICRIM d'une part et le PIMS. Donc le DICRIM, c'est le document d'information communal sur les risques majeurs, et le PIMS, qui est le plan individuel de mise en sûreté. Et puis effectivement, nous, à travers nos exercices annuels, parce que je pense qu'il faudra qu'on en fasse plus d'un par an pour bien maîtriser le sujet. Nos documents opérationnels nous permettront de vivre et ça nous permettra de valider les moyens dont nous disposons également pour agir. Euh, sur réserve communale de sécurité civile, je ferai le parallèle un petit peu avec la participation citoyenne. Vous savez que c'est ce que nous avons mis en place aussi, participation citoyenne qui permet une relation avec la police nationale. Donc certains ont été bénévoles pour pouvoir euh, appuyer, aider et interagir avec la police nationale et la police municipale en cas de problème identifié. Je dirais que la réserve communale de sécurité civile, c'est un petit peu la même chose, mais sur les risques qui ont été évoqués par Jean-Christophe. Ce que je vous propose maintenant, je vais peut-être laisser, peut-être, Monsieur Weiss, si vous avez, si vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à la présentation, le temps de laisser à ceux qui nous écoutent peut-être de poser des questions. Donc vous avez sur votre écran un petit sigle Q&A, questions et réponses avec un point d'interrogation. Je vous invite à cliquer dessus, à poser vos questions et nous les prendrons au fur et à mesure. Monsieur Veil, si vous voulez, Jean-Christophe, tu voulais ajouter quelque chose? Non? Voilà. Monsieur Veil, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci de me passer la parole. Non, non, mais c'était pour rebondir sur la logique de réserve communale de sauvegarde. Comme vous le disiez très bien, et on le voit dans plusieurs exercices, mais aussi dans plusieurs scénarios catastrophiques qui ont pu se passer sur le territoire métropolitain. Euh, il y a toujours en fait des bénévoles, des administrés qui vont vouloir aider, et c'est vraiment une action à valoriser. L'idée de cette réserve communale de sauvegarde, c'est de permettre à l'ensemble des agents qui pourraient être répertoriés dans une organisation de crise de pouvoir finalement aider, laisser les personnes gérer dans la cellule de crise et avoir des actions type accueil de personnes, de sinistrés dans des centres d'hébergement d'urgence, comme les différents gymnases que vous avez pu mettre en avant. Voilà, c'est un peu ces missions-là. Après, dans la logique des choses, j'espère, et on en parlait suite à l'exercice qu'on a pu mener ensemble, avoir un exercice où on pourra faire aussi jouer les différents administrés à grande échelle. Ce serait vraiment une prochaine étape ambitieuse, mais très intéressante, je pense, pour la commune de Buc. Merci beaucoup, Monsieur Weiss. Vous avez absolument raison. Alors, les premières questions arrivent. Il y en a une qui nous dit merci pour cette réunion. Merci à vous pour surtout. Merci à celles et ceux qui sont d'ailleurs présents là. Y aura-t-il des listes pour inscrire les personnes fragiles, s'il vous plaît? Alors, oui, il y a déjà en fait des personnes fragiles qui sont identifiées, qui sont connues par notre service social. Et donc, on va saisir la réponse, comme ça vous aurez l'information. Mais effectivement, c'est auprès du service social de la mairie qu'il faut se diriger
pour pouvoir, alors ça peut être vous-même, mais ça peut être aussi un de vos voisins, par exemple, dont vous savez qu'il est fragile, qu'il ne s'est pas forcément identifié ou qu'il ne sait pas comment le faire. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à le faire. Mais depuis quelques années, nous avons déjà une liste euh, relativement significative de personnes que nous suivons, que nous appelons régulièrement, notamment l'été lors des épisodes de canicule. Est-ce qu'il y a, Monsieur Vey, je vois que vous avez levé la main. Allez-y, je vous en prie. Oui, oui, je voulais rebondir encore une fois. On parlait en fait de cette liste de personnes vulnérables et c'est une action qui est propre à la mairie. L'idée, c'est que le plan communal de sauvegarde qu'on a pu monter ensemble, c'est plus qu'un document, c'est un plan qui doit vivre. Et c'est pour ça qu'en fait, ces différents appels à chaque crise caniculaire, par exemple, mais aussi chaque année, doit être remis à jour et que les équipes de la commune, comme vous l'avez bien expliqué, continuent à, de temps en temps, appeler, envoyer des messages pour pouvoir toujours mettre à jour ce document qui est hyper important lors de l'anticipation d'un événement catastrophique. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Si les maisons sont sinistrées, où peut-on se réfugier? Y aura-t-il des zones sur la ville? Alors, on va peut-être revenir sur un des slides parce que Jean-Christophe l'a évoqué. Mhm. Nous avons identifié effectivement plusieurs sites, 5 sauf erreur de ma part, Mhm. sur la commune, avec 2 zones, on va dire, hein, puisqu'il y a le gymnase du Pré-Saint-Jean, il y a l'espace pyramide, et sur le Aubuc, il y a le gymnase Simone Veil, Ouais. les tennis couverts et le gymnase du lycée franco-allemand. Voilà qui sont les trois. Donc en fonction du lieu, en fonction de la nature du problème, en fonction de l'endroit où ça se situe et donc de l'accessibilité et de la disponibilité de ces différents sites, nous pouvons être amenés à en utiliser un ou plusieurs pour accueillir les gens. Et Jean-Christophe le disait tout à l'heure, éventuellement sur plusieurs jours. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Alors, en fait, la préfecture nous donne des indications sur la manière d'organiser ces centres d'accueil, hein. On a des référentiels. Euh, on a même des contrats, pas éventuellement, on a des contrats, par exemple, avec Intermarché pour pouvoir disposer d'eau et de nourriture pour pouvoir nourrir un certain nombre de naufragés, de sinistrés. On doit pouvoir les héberger pour qu'ils puissent dormir. euh, voilà. Donc, en fait, les gymnases sont sans doute les locaux les plus adaptés pour cet hébergement temporaire. C'est sûr que si ça dure plus longtemps, c'est une autre organisation qui se met en place, mais vous avez certainement vu sur les informations lors de sinistres que ce genre d'organisation qui est mis en place sur des lits style Lipico. On met les gens à dormir. Ils ont un appui psychologique si ils ont été choqués par l'événement qui leur est arrivé. Voilà. Mais en tout cas, on a imaginé que le problème pouvait se passer en bas, donc il y a de l'hébergement en hauteur, ou à l'inverse, si c'était sur le plateau, on a de l'hébergement en bas. Merci Merci Jean-Christophe. Jean-Christophe. Alors, je vais te repasser la parole sur la question suivante. Pour les inondations, n'y a-t-il pas un système de barrage sur la Bièvre qui nous permettrait d'être informés en avance? Alors, Alors, le, tout ce qui est gestion des risques d'inondation sur la Bièvre, c'est le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Bièvre, le SIAVB, qui effectivement contrôle ça par un système de télégestion et qui ouvre des vannes, qui en ferme d'autres pour justement répartir l'eau. Euh, il y a des zones normalement qui sont prévues hors agglomération pour accueillir préférentiellement cette lame d'eau. Le risque le plus important, c'est le risque d'embâcle, c'est-à-dire que des objets ou des arbres viennent créer des barrages naturels, enfin pas naturels, des barrages
spontanée et qui risque de céder à tout moment. Voilà, ça c'est un risque qu'on a aussi mesuré. On doit éviter toutes les canalisations de la Bièvre qui pourraient provoquer ce genre de retenue d'eau absolument périlleuse. Voilà, alors la question, c'était plus précisément. Non, euh, est-ce qu'il y a pas un système de barrage sur la Bièvre qui permettrait d'être informé en avance? Je pense que tu l'as voilà. dit. Ce qu'on On peut peut peut-être peut-être dire, tu peux peut-être revenir sur l'épisode de Kirk où il y a eu une excellente gestion par l'USIAVB justement de la Bièvre, et puis peut-être un mot sur le projet de renaturation de la Bièvre qui est en train de se dérouler commune par commune, et aussi destiné à régler ce genre de problème. problème de micro, voilà. En fait, le SIAVB a prouvé sa performance en période de forte précipitation, euh, alors que d'autres vallées proches de la nôtre avaient des très gros problèmes, avec la même quantité d'eau qui tombait du ciel. La vallée de la Bièvre, la haute vallée de la Bièvre, avec le SIAVB, savait contenir le problème. Euh, le, la situation la plus grave qu'on ait eue, c'est effectivement au mois d'octobre, la dépression Kirk, qui a été comparable à une mousson dans les pays tropicaux, paraît-il. Et en fait, nos réserves d'eau ont été suffisantes et la télégestion a été assez performante pour éviter les inondations. C'est ainsi que l'étang de la Geneste a été depuis quelques années abaissé de 50 centimètres au niveau de sa hauteur pour pouvoir contenir davantage d'eau. Euh, et de la même manière, euh, si vous avez un cours d'eau qui est linéaire, vous avez beaucoup plus de risques d'inondation, pardon, que si son lit est large et il est méandriforme. C'est pourquoi le SIAVB a entrepris euh, de renaturer la Bièvre, c'est-à-dire lui redonner un faciès qui soit plus naturel et qui évite que l'eau coule trop vite et qu'il puisse contenir davantage d'eau avec ce lit large et méandriforme. Euh, Si vous avez été à Bièvre ou à Jouy, vous avez pu remarquer que ces travaux avaient déjà été effectués. Sur la commune de Buc, nous n'avons pas encore fait cette renaturation. Elle est programmée pour les années 2027-2028. Euh, Parce que c'est plus compliqué. Nous, c'était moins nécessaire d'être les premiers à en bénéficier, parce que ce qui se passait à Bièvre et à Jouy était peut-être plus critique que chez nous. Il y avait carrément de la canalisation avec comment, le cours d'eau qui était pris dans des murs de ciment, alors que nous, il est encore relativement méandriforme, surtout en amont du village. Merci Jean-Christophe. Alors une question supplémentaire, je trouve, comme le disait le monsieur, qu'il serait intéressant de faire des exercices avec les habitants. Cela permettrait d'avoir des ambassadeurs, comme avec la réserve dont vous parliez. Tout à fait. Je crois que d'ailleurs l'exercice, le premier exercice que nous avons fait, a, a mis en évidence le besoin de collaboration, etc., avec les différents services qui étaient impliqués. Et je crois que une fois que nous aurons cette réserve mise en place, pour prendre le thème d'ambassadeur que vous mettez en avant dans la question, ce sera important aussi parce que c'est ensemble qu'effectivement nous pourrons gérer les situations de crise. Donc, tout à fait d'accord avec votre remarque. Une autre question. Dans certaines villes, le PFMS a été distribué aux habitants. Est-ce prévu pour Buc? Alors, pour l'instant, on l'a mis à disposition de la population de manière dématérialisée sur le site Internet. Il y aura quelques exemplaires qui seront à disposition de manière papier, sous forme papier plutôt, à l'accueil de la mairie. Il n'a pas été encore prévu
de le distribuer dans les boîtes aux lettres, mais ça se discute. On pourra éventuellement en avoir une version papier. On note. Alors le PFMS, plan familial, qui est devenu plan individuel de mise, le PIMS, hein, le plan individuel de mise en sécurité, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions à venir? Pour l'instant, il n'y en a pas, on a répondu à ça. Est-ce que tu vois, Jean-Christophe, un point particulier sur lequel revenir, ou Monsieur Weiss éventuellement? Est-ce que les questions qu'on a eues vous suggèrent un point à aborder? Ah non, déjà, je remercie la participation et les questions qu'on a pu avoir. On peut revenir sur le syndicat. On a travaillé d'ailleurs sur un scénario où le syndicat venait vous alerter. Il faut, dans une soirée où on parle du plan communal de sauvegarde de la ville de Buc, imaginer que, au vu du travail, il faut le dire, formidable que le syndicat peut mener pour suivre ses ouvrages hydrauliques, donc tout ce qui est digues, barrages, canalisation, on pourrait en fait imaginer qu'avec les patrouilles qu'il pourrait y avoir sur les ouvrages, s'il devait y avoir des fortes pluies ou un épisode de type Kirk, que ce soit le syndicat qui vous appelle en ayant vu ou analysé qu'un des ouvrages, une digue par exemple en amont de la commune, aurait une défaillance ou pourrait avoir une défaillance. Et c'est en ce sens-là que vous, monsieur le maire et toute votre équipe, pourrez imaginer déclencher un PCS afin d'anticiper et avoir le temps d'alerter la population, de faire le bon choix de centre d'hébergement d'urgence, etc., etc. C'est plutôt dans ce sens-là que toute la mission de sauvegarde de votre équipe prendra tout son sens. Et du coup, c'est en bon partenariat avec les syndicats. Du coup, en parlant de partenariat et d'acteurs extérieurs, vous le disiez tout au départ, par expérience, on travaille avec d'autres communes, intercommunalités sur des exercices de crise. Et il est vrai, il faut mettre en avant, les pompiers sont friands de participer et ont un rôle à jouer, alors des fois d'observateurs en salle de crise, parce qu'eux sont des professionnels. Il faut savoir que c'est pour ça que les communes ont besoin de se former au départ, parce que la compétence de gestion de crise et de sauvegarde n'est pas naturelle et c'est bien normal. Donc on peut avoir des pompiers en observateurs et puis sur des exercices beaucoup plus majorants, on peut les avoir à jouer leur propre rôle avec leur mission de secourisme. Merci effectivement pour votre remarque concernant les pompiers. C'est ce que Jean-Christophe disait tout à l'heure. Les échanges qu'il a pu avoir avec eux récemment feront que nous allons les impliquer. Alors il y a deux questions, ou plutôt un commentaire. Merci beaucoup, c'est rassurant de voir que la ville se prépare pour nous protéger. Merci pour ce retour, mais c'est vrai que déjà c'est une obligation. Ça va bien au-delà de produire un document, hein. Le DICRIMS ou le PIMS, c'est vraiment, comme je le disais, et c'est ce qui est ressorti après le premier exercice que nous avons fait, la nécessité d'en faire de manière régulière. C'est un petit peu comme les exercices incendie dans les bâtiments. Si on n'en fait pas, le jour où ça arrive, c'est la panique totale. Et là, on est sur des sujets quand même plus complexes qui donc sont au niveau d'une commune avec des intervenants extérieurs. Et donc c'est vrai que nous allons travailler pour mieux maîtriser et moins céder éventuellement à, je dirais pas une panique, mais c'est vrai qu'en situation très difficile qui vous tombe dessus d'un seul coup, si vous n'avez pas maîtrisé les différents documents, si vous n'avez pas répété, c'est plus compliqué à gérer. Donc, on va continuer à se préparer pour essayer de gérer ça, des situations éventuelles le mieux possible. Et puis, il y a une autre question, Jean-Christophe, je pense que tu pourras y répondre. Doit-on avoir un kit de préparation dans sa maison? Et si oui, où peut-on savoir le contenu? Alors en fait, le contenu est indiqué dans le PIMS. Bon, en gros, qu'on peut dire? Il faut avoir effectivement de base une lampe électrique, de quoi se nourrir et boire pendant 3 jours. Voilà, c'est-à-dire que vous ne devez jamais être à flux tendu au niveau alimentaire, mais bon, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver d'un moment à l'autre. Avoir de quoi manger et boire, voilà. Euh, la fameuse radio dont je parlais tout à l'heure, pour se tenir informé avec des piles. Qu'est-ce que nous avons encore? Peut-être que Monsieur Weiss connaît mieux. Les papiers, ses papiers d'identité, de l'argent, sa carte bleue, tout ça à disposition, prêt, s'il faut évacuer, avoir ça facilement
disponible pour ne pas l'abandonner dans la maison. Je ne sais pas, Monsieur Vous Weiss, avez vous avez peut-être peut-être d'autres. d'autres. Vous allez nous parler de géorisque, peut-être? Exactement, oui, je vous ai glissé le lien dans la discussion. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon? Oui, parfait. Sur le lien géorisque.gouv.fr, vous trouverez en fait le kit d'urgence des 72 heures parce que selon le guide national, en cas si on devrait se confiner chez nous, chaque administré, chaque famille devrait pouvoir rester autonome 72 heures. C'est une donnée qui n'est pas très connue et qu'il faut aussi pouvoir sensibiliser et rendre acteurs toutes les personnes de leur propre sauvegarde. Via ce lien, vous trouverez pareil une animation et un figuré assez sympa qui met en avant les différents ressources qu'il faudrait avoir dans ce sac ou dans ce kit d'urgence, comme il l'appelle, avec, ben, comme vous le disiez, Monsieur Hilaire, radio, pile, les médicaments si besoin, une trousse de secours, lampe torche, lunettes, jeux pour s'occuper. Ils ont vraiment pensé à tout, argent liquide et eau potable. Mais je vous laisse cliquer sur le lien que j'ai pu mettre dans le fil de discussion. Mais ils ont pensé à ça sur le site de georisque.gouv. Effectivement, géorisque.gouv.fr. Et donc, géorisque avec un S à la fin de risque. Merci beaucoup. Tu, tu veux compléter quelque chose, Jean-Christophe, Ouais, là-dessus? j'ai le PIMS devant les yeux, donc je peux vous dire ce qui est indiqué dessus. Alors, pour signaler, il faut un sifflet. C'est tout bête, hein. Vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez pas. C'est plus facile de siffler que de crier longtemps. Une torche clignotante, une lampe torche, quoi. Un gilet jaune. Subvenir aux besoins vitaux alimentaires, comme disait M. Weiss sur 72 heures, c'est-à-dire de l'eau, bouteille d'eau, alimentation en conserve, fruits secs, couvert, ouvre-boîte. C'est sûr que si vous avez boîte de conserve, vous n'avez pas l'ouvre-boîte, vous êtes mal. Euh, aliments spécifiques, par exemple pour les bébés. Petite trousse de secours, de la bobologie, donc. Radio à pile, pile de rechange, photocopie des papiers administratifs, double des clés, un peu d'argent liquide, des vêtements, couverture de survie, photocopie des contrats d'assurance, puis, bon, s'il faut attendre, jeu de cartes, livres, revues. Et puis, évidemment, téléphone portable avec un chargeur. Les médicaments spécifiques qu'il faut forcément avoir facilement à prendre pour évacuer. Papier d'identité, chéquier, carte bleue. Voilà ce qui est indiqué sur le PIMS. Merci, Jean-Christophe. Alors, une question supplémentaire. Comme le suggèrent certaines chaînes d'information, faut-il faire des réserves? Ah, donc oui. Oui, Hein. tout à fait, on vient d'y répondre. Il faut faire des réserves alimentaires, comme disait M. Weiss, sur 72 heures. Tout ça, c'est des réflexes qu'on a peut-être perdus, mais bon, voilà, qui serait bon que tout le monde ait. Il faut diffuser. Merci. Alors, il y a un spectateur anonyme qui dit merci. Donc, merci pour votre retour. Et une question derrière. Vous parliez des écoles tout à l'heure, effectivement. Est-ce que leur plan de sécurité est consultable par les parents afin de savoir où se trouveront nos enfants en cas de crise? Alors, Monsieur Weiss, vous savez peut-être ce qui se passe au Oui. niveau de l'éducation nationale? L'éducation nationale met en place en fait une obligation pour les différentes écoles de PPMS. Alors je suis désolé, encore un acronyme, mais un plan particulier de mise en sûreté. Euh, L'idée étant de pouvoir, pour les différents enseignants, cadres et personnes présentes, pouvoir être autonomes, gérer une situation. Alors non, par contre, je ne suis pas certain et je suis quasiment sûr même que les parents n'ont pas forcément l'accès. Ils pourraient en demander, ils peuvent en parler, mais ce n'est pas forcément diffusable car c'est un plan interne. L'idée surtout de ce plan-là, c'est aussi de permettre à l'école d'avoir des capacités d'anticipation, de savoir à quel moment appeler, rassurer aussi les parents, leur dire que les enfants sont bien en charge. Il faut aussi prendre en considération que souvent, en fait, les écoles offrent la capacité d'avoir un étage refuge, de la place. Donc, c'est plutôt en fait des endroits tout trouvés pour mettre en sécurité nos enfants. Et donc, c'est en ce sens qu'il faut que le PPMS est plutôt réfléchi. C'est plutôt un site où on va garder les enfants, les confiner avec des personnes qui sont formées pour,
en attendant que la situation se stabilise. Monsieur le maire le disait avant, hein, et prenez l'exemple aussi en Espagne des gens qui cherchaient leur voiture. Euh, je le dis et je le redis dans de nombreuses réunions aujourd'hui dans les pays dits du Nord, plus développés, lors d'inondations. Malheureusement, la victime principale, ou en tout cas le sujet numéro un, ça va être le père de famille qui, malgré les informations, malgré le fait qu'il faudrait peut-être pas récupérer les enfants à l'école ou peut-être pas chercher sa voiture dans un garage, va quand même se dire, allez, je vais y aller parce que j'ai un SUV et que je réussirai à le sortir. Et c'est bien là qu'on se met en danger, c'est bien là que les pires histoires finalement se trouvent. Donc il faut vraiment faire confiance lorsqu'on dit de récupérer peut-être les enfants plus tard, attendre la calmie, etc., etc. Merci. Et puis, n'oublions pas que là, on a évoqué des risques d'inondation, des choses comme ça, qui sont les plus fréquents, mais on évoquait notamment les risques de terrorisme. Et donc, il est tout à fait compréhensible que la mise en sécurité des enfants dans un établissement scolaire soit pas rendue publique pour éviter justement que d'éventuels terroristes sachent exactement où aller pour les frapper. Donc, ça répond aussi à cette logique, la non-divulgation de ces informations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. On laisse quelques secondes pour voir si certaines arrivent. Jean-Christophe, est-ce qu'il y a encore un ou deux points à aborder? Revenir sur un détail? Oui. Oui, alors on peut aussi indiquer que au niveau de l'intercommunalité, c'est-à-dire le Versailles Grand Parc pour ce qui nous concerne, il est prévu qu'il y ait un plan intercommunal de sauvegarde pour mutualiser les moyens pour que les communes puissent se prêter assistance les unes les autres. Donc, nous sommes des petites communes, on n'a pas forcément des moyens énormes. Je vais citer par exemple les groupes électrogènes, des choses comme ça. Bon, on en a un, nous, justement, dans le cadre du PCS, mais peut-être qu'il en faut plusieurs et les communes d'à côté peuvent prêter le leur ou inversement. Donc tout ça, ça doit être orchestré au niveau de l'interco et qui doit écrire, qu'il n'a pas encore fait, son plan intercommunal de sauvegarde. Merci. Alors, effectivement, il ne s'agit pas d'un plan intercommunal coiffé par l'intercommunalité, mais plutôt, effectivement, comme tu le disais, de mise en commun et de synergie. Alors, quand effectivement on a un épisode d'orage, etc., de ruissellement, on est probablement tous touchés en même temps, mais sur d'autres risques, ça peut être différent et on peut se prêter des équipements et peut-être avoir des ressources humaines qui sont partagées. Alors, un point qui vient d'arriver. Merci beaucoup à vous, c'était très clair. Merci pour ce retour. Est-ce que la présentation de ce soir sera consultable sur le site? Oui, elle sera consultable sur le site, absolument. Elle le sera avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. On laisse. Quelle heure est-il? Il est 21h02. Bon, ça fait une heure, c'est très bien. On laisse peut-être quelques secondes pour voir si éventuellement il y a une ou deux questions, les dernières qui arrivent. Si ça n'est pas le cas, bah écoutez, en tout cas, Monsieur Weiss, merci beaucoup pour votre accompagnement pendant toute ce travail et la réalisation de ces documents, de ces procédures. Merci beaucoup, notamment aussi pour l'exercice, c'était vraiment important. Je tiens à remercier également les services et notamment Madame Pochaboué qui a piloté pour les services et coordonné ce travail en interne. Voilà, c'était la première fois que nous réalisions à BUC un document de cette nature. Donc, merci beaucoup. Merci Jean-Christophe pour l'avoir, toi, côté élu, piloté. Et puis, bah, tous ceux qui ont participé, j'en profite pour les remercier, et notamment tous ceux qui ont été impliqués lors de notre exercice et qui a pu mettre en évidence déjà une bonne collaboration entre tous, d'une part, et d'autre part, les quelques points d'amélioration qui nous ont incité à reproduire ça. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour ceux qui le souhaitent en 2026, mais n'hésitez pas à vous manifester avant pour la réserve communale de sécurité civile. N'hésitez pas, il y avait une question dessus, à
vous signalez auprès des services de la mairie si vous êtes effectivement personne vulnérable ou si vous connaissez à côté quelqu'un qui l'est, un de vos parents, un voisin, et qui est susceptible de rester seul sur des moments justement ben à tout moment, mais notamment en cas de canicule, etc. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis merci pour les différentes questions qu'il y a eu ce soir. Il y a un dernier commentaire qui est arrivé. Très utile, merci. Effectivement, je crois que c'est très utile. Il y a des initiatives au niveau gouvernemental d'ailleurs qui sont en cours. Je crois qu'il y a des choses qui devraient sortir juste avant l'été, hein, sauf erreur de ma part. Alors, d'une autre nature. Là, c'est plutôt sur des aspects de guerre. Donc, bon, on n'a pas trop, enfin, même pas du tout abordé ce soir. Voilà, c'était pas l'objet. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi aux équipes qui ont permis la réalisation de ce webinaire. Notre conseiller numérique préféré qui nous a épaulé là pendant notre session et qui a préparé ça. Et puis, écoutez, bonne fin de soirée à vous tous et vous toutes. Et donc, soyez vigilants, soyez prêts, prenez connaissance de ces documents. C'est intéressant. J'espère que nous n'aurons pas les uns et les autres à beaucoup nous en servir, mais prenez-en connaissance. Bonne fin de soirée et à très bientôt. Au revoir.